Je suis tout sauf un pipoteur. J'ai des acheteurs dans toute l'Asie. Je connais un boss en Mandchourie, des boîtes de nuit, des karaokés. Il en dirige une bonne centaine. Votre stock, il vous le siphonne en 2 ou 3 soirées. Alors, on est à égalité. Présentons nos excuses au patron et restons-en là, hein? Vous avez pas confiance en moi? Dans cette scène, il vous paraît évident que ces deux personnes parlent ensemble. Pourquoi? Cela n'a en effet rien d'intuitif. D'ailleurs, ce n'est même pas une vraie scène. Il s'agit d'extraits de 2 films que j'ai montés ensemble. L'un est chinois et l'autre est japonais. Ces 2 plans n'ont donc pas été tournés au même moment, ni au même endroit, ni dans la même langue. Et pourtant, vous y avez cru. Le principe même du montage est là. Rendre continu quelque chose de discontinu. Mais encore une fois, le montage n'a rien de naturel, car il ne correspond à rien dans notre réalité. En tant qu'humain, notre point de vue est continu. Le montage, tel que nous le connaissons aujourd'hui, a donc mis du temps à être élaboré. Revenons au début du cinéma. La plupart des premiers films étaient ce qu'on appelait des vues, c'est-à-dire un plan unique montrant une seule action. Quand les films commencèrent à devenir narratifs, le besoin de changement de point de vue et de décor est vite devenu primordial. C'est alors que les premiers montages sont arrivés. On coupe d'un plan à un autre. Au début, le montage suivait systématiquement les personnages. Autrement dit, le plan se termine quand le héros quitte le cadre, et le plan suivant commence quand le héros rentre dans celui-ci. Comme ceci par exemple. Ce montage peut paraître tout simple, mais il y a pourtant déjà beaucoup à dire. Tout d'abord, il implique une première contrainte. Si le personnage sort à droite dans un plan, il doit rentrer à gauche dans le prochain. Il serait beaucoup moins logique et moins lisible s'il se passait ça. Ou même ça. Deuxième remarque, l'enchaînement de ces 2 plans crée un espace imaginaire. Il nous paraît évident que cette entrée-là est celle de cette pièce-là. Il est pourtant tout à fait possible que ces 2 décors se trouvent à plusieurs centaines de kilomètres de distance. Et enfin, le troisième point, qui est peut-être moins évident. Regardez attentivement à quel moment le premier plan se coupe et à quel moment le deuxième plan commence. Nous voyons en réalité Charlot passer la porte 2 fois, sur le premier plan et sur le deuxième plan. Cela apporte une visibilité et un rythme beaucoup plus agréable pour le spectateur que si la coupure avait été plus réaliste. On voit donc que même avec un montage basique, des règles se dessinent. Dans les années 1910, les premiers montages alternés sont inventés. Le principe est d'alterner plusieurs séquences se déroulant à des endroits ou à des moments différents pour les unir en une seule séquence. Cet effet d'alternance provoque donc une tension entre les séquences et les rend beaucoup plus puissantes que si elles étaient montrées de façon indépendante. Comme nous l'avons vu, le montage était au départ uniquement fonctionnel et au service de la narration. Il permettait de suivre l'action quand celle-ci se déplaçait. Mais avec l'arrivée de ce montage alterné, on comprend la réelle puissance artistique du montage. Et surtout, on arrive à une des règles les plus fondamentales du cinéma. Le sens et la puissance d'un plan dépend avant tout de celui qui le précède et de celui qui le suit. Cela sera mis en avant par les cinéastes russes dans les années 1920. Ils sont les premiers à théoriser le montage. Et certains de leurs films de cette époque possèdent une modernité du découpage encore impressionnante aujourd'hui. L'effet Kuleshov, inventé par le cinéaste du même nom, montre la puissance significative du montage. Le principe est simple. Voici un exemple l'illustrant. Alors on descend, on y va dans un bon délire, une bonne ambiance. Bonne ambiance, ouais. Voilà, tranquille. Tout le monde nous attend, on est tous contents en bas. Ça se passe bien, tu descends. Comment ça? Non, c'est ça. Dans cette scène, le personnage masculin semble gêné de la tristesse du personnage féminin. Il ne sait pas quoi faire. Mais cette scène n'existe pas. C'est moi qui l'ai montée. Voici la vraie séquence. Trop bon ce couscous. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé un couscous comme ça. Je suis désolée les gars. Le personnage masculin est en fait en train d'admirer le personnage féminin qu'il désire. Pourtant, il s'agit du même plan de l'homme dans les 2 cas. C'est notre cerveau qui donne un sens à celui-ci en fonction de ce qu'il a vu avant. Le montage donne donc du sens aux images. Ainsi, rien qu'avec le montage, on peut montrer un personnage blasé qui est obligé de s'exiler d'une ville dans un village paumé.
ou encore la redondance mécanique de l'addiction à la drogue. Le monteur doit en permanence réfléchir au sens des plans, à leur durée et à leur ordre. Par exemple, comme nous l'avons vu dans la vidéo sur la mise en scène, montrer d'abord le plan d'un potentiel danger peut créer le suspense pour toute une scène. Mais le monteur doit tout autant réfléchir au montage des scènes complexes qu'aux scènes les plus basiques, comme des simples chants contre chants lors d'un dialogue. En général, le monteur possède la totalité des rushs de chaque point de vue d'une scène, c'est donc à lui de faire en sorte qu'il soit utilisé de la meilleure des manières. Prenons par exemple cette scène d'Inglorious Bastard de Quentin Tarantino. Les 3 soldats en vert sont des espions anglais se faisant passer pour des nazis. Ils accompagnent une actrice française qui est de leur côté. Surpris par l'accent anglais d'un d'eux, un véritable SS les rejoint. La scène va jouer sur la durée pour faire monter petit à petit la tension jusqu'à devenir insupportable. La scène se base sur un mensonge. Les espions essayent de convaincre le SS qu'ils sont du même côté. A l'inverse, ce dernier essaie de les percer à jour. Regardez alors comment le montage se concentre plus sur la réaction des personnages que ceux qui sont réellement en train de parler. Cela nous permet, comme les personnages, de juger de la crédibilité de ce qu'ils essaient de faire croire. Nein, ich meine hier in diesem Land. Ja, Sie sind ja wohl kaum in Frankreich stationiert, sonst wüsste ich, wer Sie sind. Sie kennen jeden Deutschen in Frankreich. Der Hauptmann ist mein Begleiter, aber alle 3 sind meine Gäste. Wir sind alte Freunde. Wir kennen uns schon seit... À un moment, un des espions se trahit en faisant 3 avec ses doigts de façon anglaise. Le SS le remarque et l'espion comprend qu'il a fait une erreur. Regardez comment le montage, sans parole et uniquement par le choix des points de vue et de la longueur des plans, va nous raconter cela et jouer sur le malaise et la tension de la situation. Ich auch nicht, ich bleib beim Shampoos. 3 Gläser. Auf ein 1000-jähriges deutsches Reich. Comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois depuis le début de la vidéo, la lisibilité est un enjeu important du montage. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un procédé naturel, il ne faut donc pas perdre le spectateur. C'est pourquoi la plupart des scènes commencent par des plans d'ensemble, où nous voyons une grande partie du décor. Ainsi, le spectateur découvre les lieux, comprend son agencement et la position des personnages les uns par rapport aux autres. Le monteur pourra ensuite choisir des plans plus rapprochés, car le public n'aura plus aucun problème à les situer. La situation est encore plus difficile quand il s'agit du montage alterné. Le spectateur doit s'y retrouver alors qu'il y a plusieurs séquences. Pour ne pas le perdre, l'alternance est plutôt lente au début et gagne en intensité petit à petit une fois que le spectateur est habitué. Aussi, le réalisateur prendra soin de distinguer clairement les différentes séquences pour que le spectateur les identifie au premier coup d'œil. Par exemple, dans Inception, c'est la variété des décors des rêves qui joue ce rôle. Les rues pluvieuses d'une ville dans le premier rêve, les couloirs d'un hôtel dans le deuxième, et enfin, un complexe militaire dans la montagne pour le troisième. Ainsi, lorsqu'on passe d'une séquence à une autre, le spectateur peut quasiment l'identifier dès la première image. Il existe aussi plusieurs procédés pour améliorer la lisibilité d'une scène. Il y a tout d'abord le raccord mouvement. Il s'agit d'un mouvement qui commence dans un plan et se termine dans celui d'après. Il provoque une lisibilité et une fluidité très naturelle. Prenons cette scène. Le héros veut se propulser en haut d'une montagne à l'aide d'un arbre. Par souci technique et de sécurité, la majorité du saut sera hors champ.
ce qui pourrait faire un peu cache-misère. Mais le raccord mouvement est tellement bien fait que la scène fait parfaitement fluide et ne paraît pas cheap. Lors des scènes d'action, le monteur peut aussi se servir de la persistance rétinienne pour aider le spectateur à lire l'action. Prenons ce court extrait. À chaque coupure, l'endroit important de l'action se retrouve au même endroit. Ainsi l'œil du spectateur n'a pas à se déplacer et rend le tout très facile à regarder. Après le sens et la lisibilité, le montage possède un dernier enjeu très important, la question du rythme. Pour introduire le sujet, il faut d'abord parler des coupures en elles-mêmes. Il y a bien évidemment la coupure classique, où on passe instantanément d'un plan à un autre. Le fondu au noir, où on passe progressivement d'un plan à un fond noir. Ou encore le fondu enchaîné, où on passe progressivement d'un plan à un autre, ce qui crée, le temps de quelques secondes, un troisième plan en soi. Ce qui peut permettre beaucoup d'expérimentation. Ces différents types de coupures entraînent forcément un rythme différent pour une scène. Le fondu au noir possède un côté conclusif. Il met fin à une scène. Il n'aurait par exemple pas sa place au beau milieu d'une scène d'action. A l'inverse, l'instantanéité d'une coupure classique permet de créer un rythme rapide. En règle générale, le rythme du montage doit s'adapter à l'intensité d'une scène. Plus le danger est proche, plus le montage sera rapide. Par exemple, le combat final de Raging Bull joue sur la variation du rythme, littéralement le calme avant la tempête. On peut d'ailleurs très bien briser volontairement le rythme d'une scène pour obtenir différents effets. Comme un effet comique, par exemple. Parler du rythme est quelque chose de difficile, tant il est question de ressenti. Ce ressenti particulier quand chaque plan semble commencer et se terminer exactement au bon moment, quand tout arrive avec un timing parfait, quand l'agencement des plans semble presque musical. That? You're outside? Is Scott here? You know what? He just left. Really? Yeah. Sorry. La musique, d'ailleurs, sera souvent utilisée pour être synchronisée avec le rythme de montage. Malgré l'importance de tous ces points, ils peuvent être détournés pour créer d'autres sensations. Ainsi, comme nous l'avons vu dans la vidéo sur la mise en scène, l'absence de montage, ou à l'inverse un montage volontairement violent, peuvent tout autant être des choix artistiques intéressants. Le montage, contrairement à beaucoup d'autres aspects du cinéma, n'hérite ni de la photographie, ni du théâtre, ni de la littérature. Il est propre au cinéma, il en est sa grammaire la plus élémentaire. Pour conclure cette vidéo, voici un dernier exemple de la puissance narrative du montage. Il s'agit du film Final Cut, Ladies and Gentlemen. Il est en fait composé uniquement de plans d'autres films. Il raconte l'histoire d'amour entre un personnage masculin et un personnage féminin. Comme les acteurs varient de film en film, les deux personnages sont caractérisés uniquement par leur sexe. Ainsi, quand il y a un homme, il s'agit du personnage masculin, quand il y a une femme, du personnage féminin. L'effet Kuleshov poussé à son extrême. Tout le film n'a du sens
que par la continuité créée par le montage entre des scènes qui n'ont rien à voir. Je vous laisse avec ce qui est pour moi la meilleure scène du film, lorsque le personnage masculin va voir le personnage féminin danser dans un cabaret. Here, let me show you. When they had the earthquake in San Francisco back in 1906, they said that old Mother Nature was up to her old tricks. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. One night she started to shim and shake. That brought on the Frisco quake. So you can put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. They once had a shooting up in the Klondike when they